souvent la question c'est quoi ta recette miracle, en fin de compte, pour réduire le gaspillage alimentaire? Il n'y a pas de recette miracle en tant que telle, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant qui s'appelle l'autodiagnostic. Fait que ça nous permet de voir, de mesurer, comprendre, d'être capable après ça de prioriser pour voir où est-ce qu'on peut agir en premier pour vraiment avoir de l'impact sur notre réduction du gaspillage. Puis ce qui est intéressant avec cette démarche-là, c'est que c'est vraiment de l'empowerment, c'est vraiment on développe l'autonomie. Puis ça donne vraiment le goût d'agir pour prioriser les choses sur lesquelles on peut avoir le plus d'impact, le plus de réduction du gaspillage. Fait que ça devient très mobilisant pour les équipes. Puis ça permet vraiment de réduire le gaspillage alimentaire. Alors ma motivation, ça a été vraiment d'être inspirée par ma grand-mère qui m'a donné vraiment la passion de la cuisine. On avait une ferme, j'ai été dans une ferme, puis clairement, on gaspillait rien, puis on réutilisait tout, puis on avait un jardin, puis donc du coup, c'est sûr que les retailles de légumes, ça devenait un bouillon, puis tout ce qui restait, on retravaillait pour, en tout cas, il n'y avait jamais rien qui se jetait. Donc c'est ça, j'ai juste baigné là-dedans toute ma vie, puis maintenant, je le mets en place avec la cuisine. On travaille beaucoup avec des petits producteurs, qui fait qu'on a des commandes qui arrivent 2 fois par semaine, et puis du coup, on a une meilleure maîtrise de nos stocks, et qui fait qu'on peut facilement se dire ok là on a besoin que de ça cette semaine, c'est ça, gérer au maximum, d'avoir le moins de pertes possible déjà à ce niveau. Puis après ça va être de gérer les retailles, de savoir ok là on a du pain en trop, c'est pas très grave, on va en faire des croûtons qui sortiront avec le tartare. Puis les croûtons vont devenir de la chapelure quand on n'a pas sorti nos croûtons. Puis les chapelures vont devenir la boulette végé qu'on mélange avec nos herbes, qui sont souvent nos herbes de fin de service du soir, qu'on va remixer avec la chapelure. On va avoir nos vieux cookies de la journée le lendemain, on ne pourra pas les vendre, donc ils vont devenir un crumble pour des petits pots citrons. On va avoir la brioche qu'on veut servir comme ça, fraîche avec de la pâte à tartiner qui va devenir le lendemain un pudding avec comme un pudding brioche dorée. Et aussi, donc, dès que je peux, je demande à mes producteurs, qui m'a fourni des tomates de grade B, qui sont des tomates un peu moins belles, des fois un peu explosées, qui ont des petits coups. Et que du coup, on a retransformé en tomates en conserve, qu'on a stérilisé, encore une fois, ce qu'elle mamie faisait à l'époque du jardin. Donc nous faisons aussi des dons, souvent les dimanches soirs à la Maison du Parc, qui est un de nos voisins, donc on va leur apporter. Et puis le staff aussi repart aussi du coup avec des invendus. Comme ça, on fait plaisir aussi à l'équipe, ils sont super contents, c'est comme gagnant-gagnant. Là, nous, on perd rien, puis eux, ils sont vraiment contents de s'en mettre quelque chose dans le frigo le soir en rentrant. L'autodiagnostic, c'est vraiment intéressant parce que ça nous amène à prendre conscience de qu'est-ce qu'on gaspille, on va mesurer. Ça nous amène dans un état d'esprit d'ouverture, de vulnérabilité. C'est vraiment positif, puis c'est vraiment une carte qui est intéressante à jouer. Ça va nous permettre de voir, en fin de compte, la problématique dans son entièreté pour travailler à la régler en entier. Puis au sein d'une organisation, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de réduire l'empreinte environnementale, mobiliser les équipes, moins de pertes financières, puis aussi de la visibilité positive. Fait que c'est super intéressant. Les bienfaits que ça apporte au Robin des Bois, c'est que du coup, on a une équipe vraiment soudée, là, qui est vraiment en joie de venir tous les jours. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et puis, du coup, on est très créatifs. En tout cas, je nourris beaucoup leur création. Fait que c'est toujours sujet à des changements. On se dit, tiens, on ferait pas ça. Donc, ils adorent. Je travaille beaucoup avec beaucoup d'amour, de joie. Puis en plus, on respecte encore une fois les produits qu'on utilise. Là, je trouve que c'est vachement important de dire que c'est un cercle vertueux qu'on crée et pas des choses où on ne travaille pas en disant qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Là, c'est beaucoup ça, de réflexion, de création, d'amour, puis de joie au Robin des Bois. La transition alimentaire, pour moi, c'est vraiment de mettre en place un système alimentaire qui va être plus résilient. Ça passe par un écosystème fort derrière qui va être décentralisé, localisé. Dans le passé, il y a eu beaucoup l'aspect de mondialisation. On a amené la nourriture à couvrir des grandes distances. Je pense que ce qui est vraiment important sur cette transition alimentaire-là, c'est de revoir comment on produit la nourriture.
puis aussi comment, j'aime pas ce mot-là, mais comment on consomme, qu'est-ce qu'on en comprend, de où ça vient, réduire le nombre d'intermédiaires dans la chaîne pour se rendre du point A où la nourriture est produite au point B, puis de savoir de où ça vient. Je pense que c'est vraiment important. Puis aussi, tout l'aspect de pratique éco-responsable tout au long de cette chaîne-là, du point A au point B. Quand on a ouvert Candide, c'était même une réflexion comme c'est quoi la transition alimentaire. Nous autres, on voulait focuser sur des producteurs locaux à 100%, majoritairement végétaux, légumes free. On voulait comme mettre ça en place dès le début. Et ça, c'est ce que je trouve, c'est vraiment comme où la transition doit aller, c'est que la production doit se faire proche de où c'est mangé, puis comme idéalement sur une échelle pas industrielle. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de garder une réflexion cyclique dessus. Alors, le compostage est rentré vite parce qu'on trouvait on n'avait pas terminé la boucle. On avait très peu de gaspillage alimentaire, mais le montant de nourriture qu'on avait, on voulait le composter et pas juste mettre dans le vidange. On remplit 3 petits bacs de compost à chaque semaine. Ça réduit notre montant de déchets à moins d'1 sac poubelle noir par semaine. Une des choses qu'on a mis en place plus ou moins comme dans des temps similaires que le compostage, c'est les conserves. Puis ça, c'était une façon d'assurer que les producteurs qu'on travaille avec, on prend la plus de chez eux dans les temps qu'ils ont. Ça élimine le gaspillage chez eux. Alors, l'idée, c'est vraiment de penser à ça en boucle fermée ou un circuit. C'est comme on achète chez des producteurs les choses qu'on a besoin. Ils envoient juste qu'est-ce qu'on pense qu'on va utiliser ou plus les choses qu'on va mettre en conserve. Après ça, on les transforme, soit les fait pour à manger ou les transformer en conserve. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas est composté, puis la compost retourne à la terre qui retourne au producteur. Et ça, c'est comme comment on voit ce système au complet. Daniela Papi-Thornton, qui est une conférencière sur l'impact social, elle avait dit pour travailler sur une problématique la régler, il ne faut pas être en amour avec une solution, mais il faut être vraiment en amour avec la problématique pour bien la comprendre, puis après ça, mettre les meilleures solutions en place. Fait qu'il faut juste faire attention pour pas juste tomber sur une solution, s'y accrocher. Fait que ça, c'est vraiment important, puis je pense que c'est toujours à garder en tête quand on va avancer puis agir pour vouloir réduire le gaspillage alimentaire ou travailler sur une autre problématique. Pour les personnes qui veulent mettre tout ça en place, la chose la plus importante, c'est de vraiment le regarder comme un système. Si tu le regardes pas un système, c'est difficile de forcer des petites parties de ça dans les places. Mais c'est comme de vraiment regarder ça d'une réflexion globale, de voir qu'est-ce que tu jettes, pourquoi tu le jettes, puis est-ce qu'il y a une autre réflexion comme genre est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et où est-ce qu'on peut le mettre en conserve. Puis après ça, genre la dernière clé pour que tu ne fais pas trop de déchets, c'est de composter les choses qui sont vraiment déjà utilisées et ou que tu peux pas utiliser. La transition alimentaire, c'est le fait de pouvoir consommer des aliments qui ont un impact sur notre société. C'est le fait de pouvoir se dire que quand on dépense $1 dans un aliment, cet aliment a un impact à la fois sur moi en tant qu'individu, sur ma santé, mais aussi sur l'environnement, sur les régions et sur les territoires dans lesquels ce produit a été fabriqué. Ma motivation première pour me lancer dans la transition alimentaire a débuté avec mon parcours à l'ITHQ, où on favorisait tous les produits justement de proximité écologique. Même si j'ai étudié en cuisine italienne, on allait quand même chercher les tomates de Sainte-Madeleine. Ça m'a vraiment ancré comme entrepreneur d'encourager les petits producteurs, parce que pour moi, cette échelle humaine-là, en plus d'apporter des meilleurs produits, c'est pour encourager les humains derrière, nos petits producteurs qui travaillent d'arrache-pied pour nous produire des produits exclusifs avec cette culture du goût du terroir.
Tout le monde peut participer à la transition alimentaire. Aujourd'hui, en faisant nos choix d'approvisionnement pour une épicerie, pour un restaurant, pour un café, chaque dollar qu'on dépense dans un produit local qui vient d'une PME ou d'une petite ferme, il a un effet multiplicateur de 2,20% sur le système économique. Il va se multiplier puisque cet argent-là va rester sur le territoire, va rester dans nos régions. Quand on fait des choix de consommation, on a ce pouvoir réel sur nos entreprises, sur notre économie. Donc l'idée, c'est de pouvoir tous, d'une façon ou d'une autre, participer à ça, sachant que ça ne prend pas beaucoup d'efforts à initier le processus. Aujourd'hui, les producteurs ont besoin de vitrines. Ils sont isolés, ils sont en région, ils sont loin par définition de nos lieux de consommation. Les consommateurs demandent de plus en plus ces produits-là, mais pourtant on ne les trouve pas toujours à l'épicerie, on ne les trouve toujours pas au coin de la rue. Donc si chacun des commerçants dans la société, dans la ville, joue ce rôle pour les produits locaux, pour les produits artisanaux et les PME, ça va avoir un impact considérable. Concrètement, je crois que le geste le plus efficace pour moi, c'est de communiquer directement avec les petits producteurs et d'établir un lien de confiance pour m'assurer justement de la qualité du produit. Quand on a nos produits de chez nous, les clients remarquent la différence. Donc moi, je vais agir un peu comme agent capteur, puis aller repérer tous ces bons produits-là, puis je vais les offrir à la clientèle, autant au niveau du prêt à manger qu'en boutique. Puis on va faire des choix aussi avec les fermiers de famille comme les bio locaux pour encourager ça. Donc, c'est de laisser l'opportunité aux gens de découvrir tous ces produits régionaux. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans le paysage bioalimentaire ces 10-15 dernières années. L'offre qu'on trouve maintenant, aujourd'hui, à l'épicerie, au marché, au restaurant, n'a plus rien à voir avec ce qu'on achetait il y a 15 ans. Et c'est en train de se passer à tous les niveaux de la société. Rien qu'à voir sur les microbrasseries, on comprend qu'une bière ne vaut pas l'autre bière. Et on va comprendre bientôt qu'une tomate ne vaut pas l'autre tomate, qu'une courge ne vaut pas une autre courge, et que travailler avec des produits locaux, c'est pas le même produit que celui qui est importé ou même celui qui est produit de façon industrielle. Et ça, on commence à le percevoir à différents niveaux, que ce soit au restaurant, à l'épicerie. Donc, les bienfaits, chaque jour, on peut les ressentir à l'épicerie urbaine parce que les clients, ils nous font ce retour-là de la qualité des produits. Ces mêmes produits peuvent leur rappeler leurs souvenirs d'enfance, leur grand-mère. Puis aussi, je crois que l'éducation face à ces clients-là, ça leur permet de réaliser qu'ils font un bon geste puis qu'on peut s'enligner justement vers la transition écologique alimentaire. Aujourd'hui, les produits régionaux, tout le monde peut en mettre dans son magasin, dans son épicerie, dans son restaurant. Souvent, on considère que c'est trop cher, que c'est trop compliqué, mais en fait, pas du tout, puisque ça peut commencer par un produit, puis un autre, et en fait, on prend goût à cette relation avec le producteur. C'est une relation complètement différente du commerce, mais c'est aussi ce qui donne du sens à ce qu'on fait en tant que commerçant. La transition alimentaire, c'est lié à la transition écologique, c'est-à-dire que c'est à la fois veiller à ce qu'on mange, regarder les impacts environnementaux des aliments qu'on choisit de déguster ou qu'on choisit de cuisiner, et puis revenir sur des ingrédients de base dont on maîtrise la traçabilité, l'origine et la qualité. Donc par exemple, pour pain à tartine, ça va être uniquement des farines biologiques du Québec. Avoir un miel local dont on connaît l'histoire de l'apiculteur, avoir quelques fruits et légumes qui vont aider un producteur à vivre de son métier, c'est satisfaisant à tous les niveaux. Et sans parler du coût, puisque en fait, on considère souvent qu'acheter local c'est plus cher, mais c'est pas forcément vrai. Et en plus de ça, on se rend compte que le produit n'a aucun rapport avec ce qui est proposé par nos fournisseurs habituels, que ce soit sur le goût, sur la qualité, sur la conservation. Les motivations du lancement de pain à tartine, c'est d'avoir un impact direct sur notre environnement. Donc ça se décline essentiellement en deux paliers. Le palier amont vers nos fournisseurs, puisqu'on est en circuit court avec la plupart de nos moulins. Donc on maîtrise les origines et la qualité du produit. Et puis l'impact sur l'aval, c'est-à-dire sur la dynamique de notre quartier. Et puis la possibilité pour les résidents de notre quartier d'avoir accès à des produits alimentaires de qualité. Parmi les gestes concrets, il y en a un qui est très fondamental, c'est la sélection de nos farines. Et donc on a 4 fournisseurs de farine, dont 2 en circuit court, qui sont des agriculteurs qui produisent leur propre grain, le moule, et nous le livrent directement.
Et ce que ça apporte à l'entreprise, paradoxalement, c'est qu'effectivement, ce sont des coûts initiaux plus élevés que d'utiliser des farines plus industrielles et de provenance plus mondialisée, mais nos coûts sont très stables. Et dans le contexte actuel où on voit une envolée du prix des matières premières, on n'est absolument pas impacté par cette augmentation générale. Au Canada comme au Québec, le nombre de petites fermes est en constante augmentation depuis des années. C'est le seul segment de fermes qui continue à augmenter. C'est pareil pour les artisans, pour les transformateurs. Ça veut dire qu'on a une opportunité incroyable d'avoir un accès à des produits de qualité et d'une diversité que nous n'avons jamais eu dans le passé. Ce que ça apporte à notre commerce, c'est d'une part de se différencier par rapport aux autres, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est une approche beaucoup plus collective puisqu'on est petit à petit intégré dans un tissu alimentaire plus global, puisque nos voisins apportent des contributions alimentaires complémentaires au pain et à la boulangerie et à la pâtisserie, par exemple la fromagerie, la boucherie, les primeurs, etc. Et en fait, on se met à réaliser ce qu'on pourrait appeler une place de marché alimentaire dans un quartier. Et ça, c'est quand même quelque chose de très résilient, de paradoxalement très moderne. Et ça permet au quartier de se dynamiser et de se développer avec beaucoup de liens sociaux. Pour une entreprise ou un commerce qui voudrait se lancer dans une telle démarche, je pense que le plus important, c'est justement de voir ça comme une démarche pas à pas, où on change des choses les unes après les autres. On peut commencer par des petites choses et puis ensuite aller sur des choses plus structurantes ou plus fondamentales dans l'entreprise. Et puis surtout de ne pas perdre de vue que c'est pas parce qu'on a revisité une partie de l'entreprise qu'elle est aboutie et qu'on ne doit pas la re-questionner régulièrement, puisque l'environnement change, les perceptions changent et puis les capacités à faire les choses autrement évoluent en permanence. Donc c'est surtout une démarche de remise en question permanente de la façon dont l'entreprise fonctionne et de ce sur quoi elle s'appuie. La transition vers le végétal vient d'abord d'une volonté de travailler plus local à la base. Et par la suite, il y a vraiment eu un réel envie de promouvoir plus l'alimentation végétale. On se le fait demander de plus en plus, c'est une tendance et moi personnellement aussi, je me dirige vers ça. Donc c'est sûr que c'est dans mes valeurs de mettre ça de l'avant et de pousser là, pour que les clients consomment plus de légumes finalement. Les gestes concrets, ça a été vraiment de, premièrement, intégrer un plat végétarien 100% et d'avoir une carte au niveau des entrées qui est pratiquement moitié végétale, moitié protéine. Et même dans le cas des assiettes avec une viande ou un poisson, on tente à réduire vraiment la quantité. Donc vraiment le travailler comme un assaisonnement. On se dirige plus vers un légume en vedette, une sauce et une petite viande pour assaisonner le plat ou carrément ne pas en mettre. On travaille beaucoup avec les champignons pour aller chercher un effet de umami ou de saveur profonde. Donc le client peut, non seulement il y a un plat, mais il peut aussi choisir 3 ou 4 entrées pour faire son repas et c'est plus varié. On est en train de réfléchir à changer le menu, donc amener la clientèle encore plus à qui sortent des sentiers battus, qui aillent voir d'autres petits plats que normalement ils ne commanderaient pas, mais dans une offre de petits plats, c'est plus convivial, c'est plus pour partager. Donc des fois, peut-être qu'ils se laisseraient aller plus vers des plats de légumes. Les bienfaits de travailler plus de végétal, c'est vraiment les variétés, les arrivages qui sont différents de semaine en semaine, l'évolution du menu qui se fait vraiment selon la saison. Ça apporte énormément de motivation à l'équipe en cuisine, à l'équipe de service aussi et à la clientèle de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de voir le légume, en fait, là, de le traiter comme la star et non un accompagnement. Là. Donc, avec respect, les chutes sont récupérées. C'est vraiment d'apprendre que le légume est vraiment aussi important qu'une viande, finalement. Pour végétaliser le menu, mes conseils, ça serait de sortir un peu de nos cuisines, d'aller au marché,
voir ce qu'il y a en saison, observer la nature autour de nous, jardiner soi-même. Je jardine depuis quelques années et ça me permet vraiment de comprendre le cycle du légume. Bon, je suis jardinier amateur, là, mais ça m'aide vraiment à comprendre. Je pense que d'être curieux, de sortir des chaînes d'approvisionnement, de parler directement avec des maraîchers, de sortir de la ville et de leur faire confiance aussi quand il y a des nouveaux légumes qu'on connaît pas. Les commander, en fait, une petite quantité, puis voir avec l'équipe qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis se casser la tête un peu. Donc, c'est sûr que des fois, ça demande un peu de recherche, de temps, de différentes méthodes de conservation, mais au bout du compte, on apprend des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, puis c'est vraiment enrichissant. Depuis qu'on a pris cette direction-là, ça a vraiment égayé nos sens, là. Je sais pas, c'est comme un petit peu un vent de fraîcheur. La cuisine évolue constamment, donc on choisit des directions, ça va avec nos valeurs. Donc l'équipe est vraiment contente et nos clients satisfaits. Je me suis rendu compte que je faisais une transition alimentaire quand vous m'avez contacté. Je me suis même pas rendu compte de ça. Je me suis dit, ah ben oui, je vois la différence entre aujourd'hui, ce que je faisais avant, lorsque j'étais sur la Plaza Saint-Hubert, que je suivais une cuisine vraiment comme traditionnelle, quasiment 100% viande, protéines, et on est rendu là. On suit vraiment la demande de la clientèle. Avec le temps, on fait des changements et on ne s'en rend même pas compte. On veut juste que les clients soient satisfaits lorsqu'ils viennent et reviennent au jour le jour. Donc, tout récemment, là, j'ai vu que j'avais beaucoup de clientèle qui venait et parfois je vendais beaucoup de mes plats vegan. Il y a des journées que je vends 15 burgers végés. Ces journées-là, c'est vraiment les clients habitués, les réguliers du coin de Verdun qui viennent prendre leurs petits plats. Mes chefs et moi, on a vraiment pris le temps de travailler sur un nouveau menu et ça a vraiment pris quelques semaines avant que je dise « OK, on y va, let's go ». Parce qu'on avait vraiment peur de se faire juger un peu, surtout, mettons, de commencer à servir un tartare de plantain que personne n'a jamais vraiment essayé dans un resto créole. Et on a aussi des plats qu'on essaie à tous les mois, un plat qu'on sert sur le plateau de dégustation. On fait des tests, donc à l'avenir, ce sont des choses qu'on va ajouter sur le menu. Comme sur le menu de l'hiver, on a un kibi avec des fèves noires et houmous de betterave. Ce qui m'a motivé, c'était vraiment d'essayer de promouvoir les légumes. Parce que, mettons, dans la culture haïtienne, la culture afro, on représente souvent beaucoup de viande. Je voulais vraiment essayer de représenter les légumes parce que je trouve qu'on a tout un répertoire de légumes, surtout de légumes de racines, qui n'est pas assez servi dans les plats. Il y a plusieurs façons de faire les légumes. Par exemple, la banane plantain, on l'utilise sous forme de galettes pour les burgers, sous forme de frites pour une poutine et sous forme d'accompagnement avec les plats. Les bienfaits que ça a apporté, c'est surtout au niveau de la créativité. Donc ça nous permet vraiment de travailler avec plusieurs chefs. Par exemple, je travaille avec une chef depuis 1 an et demi, elle vient du Brésil. Et j'ai pris un plat qui s'appelle le domroy. C'est un plat que nous, ce qu'on fait, on met de la farine de manioc avec une purée de plantain sucré. C'est comme des gnocchis. Et elle fait sa sauce, ça s'appelle une sauce moukaka. Et ça fait différent. Au lieu de toujours préparer les mêmes plats, d'utiliser les mêmes produits, on apprend aussi. Moi, je suis un cuisinier autodidacte, donc j'apprends au jour le jour. Donc, ça permet de pousser ma curiosité un peu plus loin. Mais c'est surtout au niveau de la satisfaction client. Mes clients, ils sont contents, ils sont satisfaits. Je vais être honnête, j'avais beaucoup de demandes pendant les dernières années de plats avec de la salade, avec des légumes sur notre menu. Donc, j'avais cette demande-là et on a décidé de... Chaque plat va avoir un accompagnement différent. Le résultat, c'est que non seulement on a écouté la clientèle,
sont contents d'avoir des accompagnements à chaque plat, mais aussi on a créé des entrées et des plats végés. Donc tout le monde peut se rassembler à la même table et avoir le choix d'avoir soit du poisson, de la viande ou un plat végé. Donc c'est vraiment de diversifier le menu, que ça soit accessible pour tout le monde. On s'est engagé à offrir une entrée et au moins 2 plats végés sur le menu. Donc aussi, on change régulièrement à chaque saison les accompagnements. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme évolution parce qu'on est passé de quasiment 0 plat végé ou 0 accompagnement végé. Et maintenant, on a une entrée, 2 plats et avec chaque plat, il y a un accompagnement. Je pense que c'est important de faire des essais et finalement de se lancer. Et avec ça, on regarde la réaction de la clientèle. Au final, c'est eux qui vont décider.